Merci, cher ami. Merci au réseau de lecture. Merci à la Bibliothèque nationale. Merci aux amis présents. Je suis très touché par la présence d'amis qui me sont chers. Donc, mon exposé, ma communication, j'aime beaucoup le mot communication, je le préfère au mot conférence, s'intitule Culture, identité et liberté. Mon exposé pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Il nous faut en effet rompre avec l'ère des fatwas qui donne plus de solutions surannées quand le début de la solution est de poser et de bien poser le problème. Mon exposé pose donc des questions et s'en prend au sens commun qui règne en maître parmi nous. Remettre en question les clichés, les certitudes de mauvais aloi, voilà l'objet de ma présente communication. Déranger la vision dominante. Si je prête l'oreille à la rumeur, nous serions, à en croire celle-ci, une société stérile de nature, une société hypocrite, et par-dessus le marché, une société schizophrène. En un mot, une société atteinte d'un mal qui lui est intrinsèque, dont on ne guérit pas, comme s'il était une société déviante, qui ne relèverait que du seul traitement psychiatrique. De telles allégations, faites à l'emporte-pièce par des docteurs en diagnostic, ne font en réalité que tourner le dos aux véritables mots d'une société. Mots qui expliquent l'histoire, l'économie, la sociologie, la psychologie, la culture, sans autre recours obligé à la psychiatrie. Contrairement à toutes ces allégations gratuites, nous sommes une société fertile et nous sommes même parvenus, après la traversée d'une longue nuit de siècles obscurs, à l'âge d'une fécondité prometteuse. Mais voilà, notre fécondité est bridée, enchaînée, plus cruellement castrée. Il est alors temps de dénoncer les formules fallacieuses qui prétendent que la religion serait la source de tous nos maux, que ce serait la sexualité qui nous handicape, que ce serait le manque de liberté, et ainsi de suite. Comment alors approcher la société marocaine pour prendre la nature, pour prendre la mesure de ses enjeux? Comment penser ses défis? Comment affronter son avenir qui l'assombrit? Je commencerai ma communication par la question de l'identité. Et ce n'est pas un hasard. Nous ne pouvons pas penser la liberté si nous ne savons pas qui nous sommes. La question de l'identité est fondamentale de nos jours parce qu'elle contient tous les ingrédients de la modernité, parce qu'elle porte en elle les problèmes de la liberté, du progrès, du développement, et parce qu'en elle résident les questions qui fâchent. En elle, il y a la volonté d'un projet novateur ou l'absence de ce projet. Mais qu'est-ce que l'identité? Je suis marocain, très bien, mais c'est ce qu'il me faut justement définir. Je suis musulman, et après, des musulmans, il y en a tellement sous les cieux les plus divers. Quelle est ma différence? Je suis un nazir. Ce leitmotiv qui se nourrit de lui-même me fait penser à un serpent qui se mord la queue et qui se révèle en fin de compte plein de suffisance et presque un faux fuyant s'il entend se contenter péremptoirement de son seul énoncé. Ou alors, devrais-je procéder par la négative? Je suis arabe, je ne suis pas arabe. Autrement dit, je suis l'envers et non l'endroit, ou l'endroit sans l'envers. Avouant ainsi mon incomplétude, mon handicap identitaire. Voilà autant de formules creuses, parce qu'elles fuient la complexité de la question de l'identité et n'osent pas l'affronter avec lucidité. L'identité ne peut pas être réduite à un slogan. Elle ne résonne bien ainsi que dans les réseaux sociaux, où la contradiction n'est pas de rigueur. S'interroger sur l'identité, c'est s'interroger sur ce que nous étions, sur ce que nous sommes devenus, sur ce que nous vivons, sur ce que nous voulons être. L'identité s'inscrit dans une dynamique. Elle n'est pas qu'une contrainte historique. Il y a en elle certes un héritage, un legs, mais aussi la volonté d'un devenir en action. Elle ne doit pas être une fatalité à tout prix, une sorte de papier calque
qui se reproduit indéfiniment. Son approche se doit d'être objective, globale, et non pas sélective quant aux aspects dont elle relèverait. Ainsi, on ne peut pas interroger la question de l'identité uniquement sous l'angle du religieux ou sous un autre angle particulier, c'est-à-dire en privilégiant un aspect tout en ignorant les autres. Une approche éclatée se prive d'appréhender la nature et le destin d'une société globale. Nous allons voir que le questionnement de chacun de ces angles appelle obligatoirement le questionnement des autres. Leur questionnement simultané, le questionnement dialectique s'impose. L'identité par les temps qui courent est un thème récurrent que chacun traite à sa façon, selon sa fantaisie. Les réseaux sociaux ont amplifié l'agitation autour du concept, du fait de l'accès libre de ces réseaux à Monsieur Tout-le-Monde, pour dire ça fait toi à lui. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'après tout, l'identité à l'échelle personnelle est un ressenti qui ne laisse pas indifférent et peut même interpeller et faire réfléchir, notamment quand il s'agit des non-dits, des tabous. L'impudeur dans les réseaux sociaux a cette fonction, mais le ressenti ne définit pas l'identité. Il est juste une sensation, un sentiment d'appartenance qui ne fait pas le tour, ni le contenu de l'identité, encore moins de sa genèse. La question de l'identité est étroitement liée à la question de la liberté. Voilà un autre mot, lourd de conséquences et objet de tant de slogans. Et là encore, il y a un foisonnement de questions qui réduisent ce dernier sujet à un aspect, à un secteur. On parle de liberté de confession, de liberté sexuelle, de liberté d'opinion, et à chaque fois, ces approches sectorielles caricaturent le problème qui doit être en réalité approché dans sa complexité, dans son histoire, dans son évolution présente qui porte en elle tout le reste, qui en constitue une mémoire surchargée à interpeller, à décrypter. Il y a cependant des sujets où l'histoire incontournable s'impose plus que dans d'autres. De ce point de vue, l'identité, la liberté sont des sujets majeurs. On en parle beaucoup d'identité, parfois de façon simpliste et réductrice, en procédant à une agrégation dont toute dialectique est absente et où le temps semble figé. Il en est ainsi dans le texte de la dernière Constitution, qui réduit le noyau identitaire à un assemblage de composantes historiques, ethniques et culturelles. L'identité serait formulée ainsi: identité égale A plus B plus C. Je cite la Constitution. Le royaume du Maroc, je la cite administrativement, le royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance, de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. Fini la citation de la Constitution. Il s'agit d'une définition administrative, plate pour ainsi dire, naïvement bourrée de calculs politiques qui ont répudié le conflit. Pour en donner une image, c'est de la géométrie plane plutôt que de la géométrie dans l'espace. L'identité n'est pas qu'un agrégat, mais un processus. L'appréhender en relief dynamique permet de fusionner les composants tout en ayant en vue le temps qui sauvegarde les spécificités. Et puis, l'identité n'est pas qu'ouverture, mais aussi fermeture. Elle n'est pas que paix, mais aussi conflit et douleur. Mon objectif ici n'est pas de parler du passé pour le plaisir d'en parler, mais pour mieux réfléchir sur le présent qui en est en partie le fruit. Le moment que nous vivons est essentiel pour un exercice de reformulation de l'identité, car l'identité s'enrichit, se renouvelle, s'adapte. Nous vivons en effet au seuil d'une phase, entre guillemets, de rupture culturelle. Mais ce seuil est loin d'être franchi. Il y a, comme on dit, loin de la coupe aux lèvres. Les facteurs annonciateurs de cette rupture s'accumulent, mais cette accumulation est encore insuffisante pour réaliser effectivement la rupture en question. L'identité est un miroir où se reflète parfaitement cette rupture attendue. Mon objectif est de montrer combien les choses sont simples et en même temps si compliquées en matière de formation de l'identité.
Une identité n'est pas une étiquette qu'on tire au choix ou au hasard, comme dans une loterie. Ce n'est pas une affaire individuelle, mais collective, où le poids de l'histoire est essentiel. Rappelant que notre réflexion porte au bout de son cheminement sur l'intelligence du présent, sur la question qu'est-ce qui se passe et pourquoi, et en quoi l'identité peut nous éclairer à ce sujet. Allons donc aux éléments fondateurs de celle-ci, pour enfouiller les origines les plus proches, les éléments qui ont fourni les matériaux identitaires, juste de quoi faire réfléchir, des éléments dont on ne parle pas ou peu. Commençons par le facteur économique, par le commerce. Le rôle du commerce est essentiel dans l'expansion économique du Maroc au Moyen-Âge, comme dans son ouverture, puis dans sa fermeture sur le reste du monde. Le pays est déjà lui-même une terre de contraste et de diversité. À l'échelle de l'identité spatiale, territoriale, les pistes commerciales ont structuré l'espace, l'ont irrigué de vie comme le sang irrigue un corps, et ont fait un organisme vivant, mais plus encore qu'à l'échelle globale et territoriale, qui unit les communautés. La fonction identitaire du commerce intervient à un niveau plus fin. Elle impose ses marques à l'échelle culturelle. Le commerce est dans cette perspective un facteur majeur dans la construction identitaire. Il en est un des éléments moteurs, un ciment que n'effrite que les obstacles infranchissables. Il l'est déjà par nature, parce qu'il rapproche, parce qu'il joint des communautés par les biens qu'elles échangent. Les pistes commerciales ne sont certes pas au point au Maroc à l'époque. Il n'y a pas encore de charrettes, mais qu'à cela ne tienne, comme on dit, les caravanes passent. Les pistes identitaires sont tracées durablement dans la mémoire par les échanges, comme procède la charrue en sillonnant la terre. Le commerce n'est pas un simple échange de biens qui s'arrête à la consommation finale de ceux-ci. Loin de là, les biens meurent dans la consommation, mais ils survivent à leur façon dans la mémoire. Avec les caravanes, le commerce met en mouvement des flux humains et des flux de marchandises arrivant à dos de chameaux, à dos de mulets ou à pied, qui fournissent des matériaux identitaires. Les hommes sont de différents pays, de différentes couleurs, de différentes religions. Ils parlent des langues diverses. Certains d'entre eux sont juste de passage, mais d'autres par contre s'installent et prennent racine. Il y a une diversité de biens, des esclaves, des parfums, des épices, de l'or, tout ce qui élabore le goût et les façons d'être. Des unions matrimoniales surviennent à l'occasion, des apprentissages linguistiques aussi. Les influences font leur effet avec ces hommes en mouvement qui finissent avec le temps par marquer le paysage humain et culturel. Tiens, les esclaves, voici une marchandise toute particulière qui ne se consomme pas comme les autres, qui ne se réduit pas en tant que force de travail à une simple dépense d'énergie. Non, elle laisse des traces profondes. Les esclaves font des enfants qui en feront d'autres. Les esclaves femmes sont engrossées, excusez le mot, mais il est approprié, par des hommes du pays. Il en résulte un métissage qui résume à lui seul comment une identité acquiert des couleurs, prend des formes. L'esclave, c'est aussi une mémoire de souffrance et d'endurance. Et sous cet angle, c'est un enrichissement social quant à la cicatrisation des blessures et de la douleur, même si cette douleur est profondément enfouie dans la mémoire identitaire. Et voilà que la Constitution parle naïvement d'affluents africains. Le désert n'a pas été un obstacle, loin de là. Il a été plus aisé à traverser et à vivre que l'océan, que les Arabes appelaient Bahr Zolomat. Et là encore, le désert a été domestiqué grâce aux chameaux. Un autre emprunt, tiens, venu d'Asie, est décisif lui aussi dans la formation de l'identité. Ce désert a nourri le pays d'or et aussi d'hommes et de sel, qui était à l'époque un bien précieux. N'est-ce pas que partager le pain et le sel est une représentation rituelle très forte du partage, de la proximité, de la parenté? L'Afrique n'est pas un simple affluent, comme d'autres. Elle est en nous. Elle est nous. Et la couleur de la peau n'est pas la seule en cause. Sous cet angle, par ailleurs, le Maroc a eu de grands vizirs noirs. Le sang africain a irrigué les lignages les plus puissants, là où les concubines étaient très nombreuses. Les caïds, les bourgeois, les princes, les rois. Et le Sahara, parlons-en,
C'est quoi si ce n'est l'expression de l'africanité profonde du Maroc? Le commerce avec l'Ouest africain a été transsaharien, si je ne m'abuse. Ce sont les caravanes commerciales qui n'ont jamais cessé de circuler et de consolider les liens entre les tribus. Elles sont le vecteur de l'unité du Sahara avec le reste du pays. La personnalité propre au Sahara vient de là, et d'elle vient sa marocanité. Et tout cela est d'abord une question de commerce. Voilà une part de l'identité qui ne se manifeste pas assez, qui est confinée en nous, refoulée quasiment. Revenons aux marchandises banales. La langue arabe a raison de percevoir les ports d'arrivée, imports, les ports d'arrivée comme des béances, forouges, pluriel de farj, des brèches par lesquelles peut pénétrer l'ennemi, l'occupant. Rappelez-vous le rebat que les soufis construisent près des ports pour défendre contre l'ennemi, mais par lesquels aussi s'infiltrent lentement, plus durablement, mais irrésistiblement les influences. Ce sont des brèches qui fécondent une terre, une population et introduisent de nouvelles habitudes. Les produits qui arrivent de l'extérieur ne sont pas seulement des biens matériels estampillés étrangers, ils sont plus que cela. Ils sont des outils identitaires qu'une société s'approprie, fait sien. Dans une lettre d'un ambassadeur anglais à un sultan du Maroc, où il attire l'attention de celui-ci sur l'importance du libre-échange, il écrit, en réponse à des fuqaha qui avaient émis une fatwa contre l'exportation de grains vers la terre des chrétiens. Je cite l'ambassadeur. « Celui qui tient de tels propos ne se rend pas compte que le costume neuf qu'il porte sort des manufactures chrétiennes, que le turban qui couvre sa tête a la même provenance, et qu'en quittant le lieu où il a prononcé ces paroles, il va chez lui boire du café et du thé qui viennent du pays des chrétiens, comme en viennent aussi la charrue avec laquelle il laboure le sol, les fers de ses bêtes de trait, son épée et son fusil. » Fin de citation. Quelle leçon! Vous vous imaginez que ces mots sont du 19e siècle, à un moment où les jurisconsultes parlent d'un pays fermé, isolé. Vous voyez combien on s'aveugle lorsqu'on garde le regard fixé sur le religieux et lui seul, sur son discours intraitable, quand on se replie dedans alors qu'il nous faut ouvrir les yeux sur la vie matérielle. Alors que le discours des fuqaha est hermétique, la société, elle, ne l'est pas. De nouveaux produits pénètrent le tissu social, changent les habitudes. Le thé devient petit à petit une boisson nationale, un symbole identitaire qu'on prend en famille, en tribu, lors des fêtes, lors des réceptions. Plus qu'une boisson, il est une cérémonie qui cimente les structures de sociabilité restreintes ou élargies, où nous vivons, où nous grandissons, la tribu, la famille, l'État. Vous allez me dire, et alors? Cela illustre combien le rapport aux chrétiens est important en matière de formation identitaire. L'identité se forge ainsi dans l'interaction avec l'ami et l'ennemi, dans la fête et dans l'épreuve. Cela est décisif parce que le commerce qui introduit les produits nouveaux ouvre le champ à la consommation dans une société à économie de subsistance, crée ainsi de nouveaux besoins et ouvre cette économie au marché. Et on va voir que les choses vont aller plus loin. La consommation pousse au crédit, le crédit crée de l'endettement et l'endettement pousse à l'expropriation et de là à la concentration de la propriété aux mains des grands propriétaires. Les premiers signes d'une accumulation du capital, d'une économie marchande basée sur la propriété privée apparaissent, faibles encore, mais ce sont des indicateurs d'un avenir nouveau. Et l'identité alors dans tout ça? Eh bien oui, nous sommes en présence d'une esquisse, mais l'économie marchande et la propriété privée sont les bases à venir de l'apparition et de la consolidation de l'individu. L'ancienne société se fissure de partout, et l'individu libéré de la tribu, et plus tard même de la famille, aspire à une autre identité plus conforme à ses besoins, à ses désirs. Les premiers ingrédients qui battront en brèche dans un temps plus ou moins long la domination du religieux sont là. Vous avez bien remarqué que le religieux de nos jours émet des signaux de reconnaissance de plus en plus nombreux et évidents. 2 points, la barbe, le voile, le nombre de mosquées, l'exhibitionnisme bigot dans les fréquentations de celles-ci, les haut-parleurs des minarets, les rituels de fête autour du ramadan et de pèlerinage, et j'en passe. Alors même qu'en profondeur, ces bases sont sabordées par une économie pernicieuse et invisible. Dans les faits,
Dans les faits, le religieux perd du terrain, de plus en plus de terrain, n'en déplaise aux pécheurs. Et ce n'est pas nouveau. Même au niveau politique, au niveau législatif, les choses vont commencer à changer. La pénétration d'une économie marchande du XIXe siècle oblige l'autorité à légiférer autrement que par le biais du religieux. Parce qu'au début, elle a essayé de répondre par des fatwas, mais l'internationalisation du capital a imposé sa loi. La société marocaine ne pouvait pas se réfugier derrière des considérations religieuses islamiques lorsqu'il s'agit de transactions commerciales internationales. Le droit positif moderne prend alors naissance. Le fiqh, la charia sont battus en brèche. Le capital étranger sait comment s'y prendre. Il sait faire usage de son Dieu à lui pour entreprendre ses conquêtes, comme lors des croisades ou pour la conquête et la colonisation de l'Amérique. Mais les dieux des autres sont pour lui vétustes et archaïques. Alors, vous voyez que derrière de simples produits échangés, même en quantité faible, derrière un discours très conservateur et réfractaire à l'ouverture, le changement social opère et ne veut rien entendre. Les bases du changement identitaire sont à l'œuvre. On remarque déjà là, à l'époque, le décalage existant entre les représentations à dominante religieuse et la réalité économique et sociale en cours de chamboulement. La culture tarde à prendre conscience des transformations parce qu'elle n'est pas concernée par le changement. Le capital encercle sournoisement la culture. Celle-ci ne le sent pas. Elle devient un refuge où se cultive l'illusion. L'identité en souffre parce qu'elle est déchirée entre ce qui va structurer la société bientôt, entre l'économique dont la nouvelle dynamique se met en place doucement et l'idéologie qui, au lieu d'être une idéologie de combat, est une idéologie de repli, de défense contre ce dont on ne peut pas se défendre, puisque le corps social est progressivement envahi par les nouvelles données. C'est là la véritable désarticulation qui opère entre mode de production et mode de pensée, entre le volet culturel structuré par une pensée religieuse et les autres volets qui se soumettent à la logique capitaliste. On perçoit là les racines des contradictions que vit notre société d'une façon plus violente de nos jours. La particularité hier est que la culture n'avait pas de connexion avec ce qui se passait dans l'économie. La société était encore largement tribale. La pénétration économique opérée par les ports et concernait d'abord les grands notables. La technologie ne bougeait pas. Et les producteurs du discours culturel demeuraient cloîtrés dans leurs univers religieux qui n'étaient pas lézardés en apparence du moins. Leurs sentences leur semblaient donc cohérentes et pertinentes. Ils n'étaient pas à l'écoute du monde dont ils n'étaient pas en mesure de percevoir les remous. Leur monde à eux était préservé de tout ce qui pouvait le remettre en cause. Pour illustrer cet état de choses du point de vue de la société, l'immense majorité était constituée de ruraux, fellahs ou pasteurs. Les femmes étaient généralement au foyer, en ville comme à la campagne. L'analphabétisme était généralisé, l'artisanat agonisait. L'école était inexistante en dehors d'écoles coraniques éparpillées et de médarsas citadines complètement débranchées du monde moderne. Je suis en train d'essayer d'expliquer que le discours religieux joue souvent le rôle d'un voile qui cache la réalité des conflits et masque le changement en place. Et plus encore, lorsque l'évolution en question bouscule ses intérêts, les dérange, situation que nous vivons parfaitement aujourd'hui. Autant dire que plus le religieux est bousculé, plus il sort ses griffes acérées. Et là, nous abordons un aspect essentiel, peu mis en lumière, concernant la place du religieux dans l'identité marocaine. En effet, avant la fin du XIXe siècle, la religion a joué plus qu'un rôle de refuge, un rôle de survie, un rôle de maintien de l'unité territoriale. Des siècles durant, depuis l'entrée en crise à la fin du Moyen-Âge, depuis que les Européens ont occupé et bloqué les ports marocains au nord comme au sud, le réseau commercial dont les canaux vivifiaient les villes et structuraient l'espace du pays s'est relâché pour faiblir sérieusement. Les communautés tribales, déjà atrophiées par une économie de subsistance qui n'est jamais parvenue à les extraire de leur isolement, se replient encore plus. Les famines et les épidémies, trouvant un terrain favorable, aggravent les choses. Dans cette situation devenue endémique, les seules liaisons sûres et vitales entre communautés, entre régions, étaient de nature religieuse, alors qu'en Europe occidentale,
des pôles agro-industriels, assurer le maillage du territoire et poser les bases de l'État territorial. Au Maroc, les seuls pôles de maintien de l'unité territoriale étaient les zawiyas. Ce sont les canaux de communication du religieux qui ont constitué les pôles de circulation des biens et des hommes, en les protégeant de l'adversité, dans une situation de grande rareté et d'insécurité. Il faut en prendre note. Contrairement aux thèses courantes, pendant des siècles, le religieux a joué au Maroc le rôle d'une infrastructure essentielle pour la sauvegarde du pays, pour la protection des filets d'échange indispensables à la survie des communautés. Il était la seule réponse dans la gamme de l'efficace possible à la longue crise du XVIe ou XVIIIe siècle. La seule réponse au désenchantement eschatologique. Mais c'est une réponse de survie, comme dans une sorte de métabolisme basal, où la société n'évolue pas, mais survit, ne meurt pas, mais où elle est profondément ankylosée. Cette réponse était la seule adaptée à la mort et à l'extinction menaçant la population. Pour en prendre connaissance, il suffit de lire Karamat al-Awliya, les miracles des saints. La particularité de cette longue période est la cohérence entre les divers secteurs de la vie sociale. La culture, occupée par et confondue avec le culte, était parfaitement articulée à un économique défaillant qu'elle portait dans ses bras et à la structure sociale dominante de la tribu. Au XIXe siècle, l'économie se détache doucement, mais sûrement. Les liens se relâchent autour d'elle, se défont progressivement entre culture et économie. Les liens se défont sans que les répercussions sociales se fassent visibles. L'identité était ainsi travaillée de l'intérieur, sans qu'elle en ait conscience. L'économie sculptée en elle en silence. L'économie capitaliste envahissante travaille l'identité par le biais de l'introduction des biens, de la destruction de secteurs traditionnels, par la désagrégation des structures sociales, par l'introduction de la propriété privée et de nouveaux mécanismes annonçant la logique du marché. Ces transformations opèrent en dehors du circuit culturel, qui continue à opérer en champ clos et qui n'est pas en mesure de réagir parce qu'il ne voit rien venir, ne sent rien venir. L'identité telle que ressentie et formulée par les fuqaha reste en dehors de l'histoire. Elle garde sa temporalité propre, comme si elle refusait d'entendre. Elle est quasi figée et sans réponse ouverte sur l'avenir. Jusqu'à nos jours encore, elle souffre de cette inaptitude culturellement handicapante. On comprend mieux quand on lit la déclaration de la Constitution, je recite, le Royaume du Maroc entend préserver, je souligne, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale et indivisible. Préserver à tout prix peut être catastrophique. Dans notre société à écrasante majorité rurale, l'expression de l'identité nationale, conciliée et congelée dans les annales, est d'abord citadine et religieuse, en étroite relation avec le palais qui centralise les relations avec les puissances étrangères. Dans les campagnes, l'isolement des communautés les unes par rapport aux autres fait en sorte que l'identité est plus locale, identité de terroir, rentrée en elle-même, travaillée qu'elle est par la pénurie, les risques de sécheresse et de maladie, celles-ci se réduisant à des économies de subsistance dont les seuls liens entre elles sont les marchés hebdomadaires, notamment ceux près des grandes cités et les grandes foires annuelles, sur lesquelles par ailleurs le pouvoir central a la main. Ce contexte n'est pas favorable à l'émergence d'une culture nationale autre que religieuse, celle-ci étant la seule en mesure de circuler à travers le réseau des zawiyas balisant le territoire. Cette prédominance de la culture religieuse va être maintenue longtemps encore, renforcée par la modernisation de l'État et l'implantation d'une administration dans l'ensemble des régions du pays. C'est après l'indépendance que les choses vont changer plus rapidement. Si auparavant, la société marocaine était bloquée en raison de sa structure et de la logique interne qui en résultait, de nos jours, elle a acquis un dynamisme qui la rend à même d'aller de l'avant, d'être réceptive aux innovations et d'en générer de son propre cru. Mais cette dynamique est bloquée, volontairement bloquée, politiquement bloquée par les groupes dominants, soucieux de maintenir leur main mise sur un système social qu'ils qualifient de tous les maux,
en accolant notamment à la religion la cause de son retard, ce qui est faux, à preuve l'usage qu'ils font du religieux pour défendre leurs propres intérêts. C'est là que le concept de liberté est vidé de sa teneur, qu'il résonne en creux dans ses variantes, se rapportant à toutes sortes de libertés. La société marocaine est privée aujourd'hui de la liberté d'évoluer selon ses potentialités humaines, parce que ces potentialités effectives sont castrées, bâillonnées, enchaînées. Le vocable importe peu, mais la réalité est la même. Elle est privée de la mère des libertés, celle de penser son avenir, liberté fondamentale qui donne naissance à toutes les autres. Expliquons-nous. Comment les choses ont-elles évolué? Comment le pouvoir contrôle-t-il une telle société en pleine mutation? Jadis, la campagne vivait elle-même dans un système social et économique de reproduction simple. Ça veut dire quoi? Le même système de production, la même structure sociale sont reconduits indéfiniment. Les techniques sont quasiment immuables et les progrès n'existent pas, même pas en tant que projet. L'État n'a pas la mainmise absolue et administrative sur le territoire, mais il n'en contrôle pas moins efficacement les acteurs avec une grande économie de moyens. On contrôle plus facilement une société statique en maîtrisant les seuls relais qui l'aident dans sa survie, les points d'échange, les souks et autres relais, les haltes des caravanes, les pistes de transhumance, les sanctuaires et autres pôles religieux. Autre chose, la faible hiérarchisation de ces communautés facilite leur contrôle par le biais de leurs chefs, dont l'autorité est grande du fait de la solidarité tribale. Une telle logique des rapports à la campagne s'est prolongée au XXe siècle et s'est renforcée par le quadrillage administratif bien réel, cette fois, par le contrôle politique et technique des ressources, notamment la plus précieuse d'entre elles, l'eau. La hiérarchisation prononcée des campagnes, l'amorce de la désagrégation des structures tribales, l'émergence de classes de notables vont faciliter les choses grâce aux alliances nouées entre le pouvoir central et ses notables. Cette logique, consolidée avec la première phase de modernisation, a permis au pouvoir d'asseoir durablement ses bases de domination sur la campagne et de tenir en main le pays malgré l'urbanisation et la formation de nouveaux groupes sociaux de plus en plus réticents à la domination traditionnelle marzanienne. Des données nouvelles vont cependant modifier cet état des choses et changer dans son essence le rapport entre l'État et la société. Le mode de contrôle classique s'en retrouve de plus en plus caduc. L'exode rural d'abord vient bouleverser en profondeur le rapport ville-campagne. La ville est progressivement plus peuplée que la campagne. Les anciens modes de contrôle voient leur échapper la plus grande partie de la population sur laquelle ils avaient jusque-là la main haute. En plus de cela, le peuplement de la campagne n'a plus la même caractéristique qu'auparavant. Celle-ci vit au même rythme que la ville. Elle n'est plus en dehors de son temps. Elle n'est plus engluée comme jadis dans la stagnation et l'oubli. La mondialisation, l'immigration et les liens denses des campagnes avec le reste du monde avancé par le biais des émigrés changent la vision des choses. Les liens sont plus complexes. La ville ne domine plus autant la campagne qui est désormais connectée au reste du monde. Cette situation renforce politiquement la ville et du coup l'opposition potentielle au pouvoir. Mais il y a plus que cela. Et c'est le point important sur lequel j'aimerais insister. Il y a une mutation profonde de la société, avec les transformations ayant affecté la campagne. Cette mutation ne réside pas seulement dans le potentiel d'opposition plus fort au pouvoir dans les villes. Elle consiste dans la nature des transformations induites actuellement par l'exode rural. Cette transformation consiste dans la nature de l'individu généré par cet exode radicalement nouveau. La campagne ne produit plus simplement des hommes et des femmes pour les injecter en ville, comme les anciens moissonneurs ou les domestiques. Autrement dit, une simple main-d'œuvre prolétarisée dont l'identité ouvrière est par avance écrite dans les usines qui vont l'accueillir en ville. Cette injection n'est pas uniquement le fruit d'un surpeuplement, d'une forte pression sur la terre liée à la hausse de la productivité, elle est aussi autre chose. Non, plus qu'une révolution agricole, et avec elle, c'est la désagrégation tribale, l'agonie de la famille élargie, l'accaparement des meilleures terres, d'abord par les colons, puis par les locaux, qui poussent les ruraux détribalisés au départ.
c'est une véritable révolution que ce départ. Révolution virtuelle, pour être plus précis. Des personnes insérées pendant des siècles dans des structures sociales solidairement contraignantes et faiblement productives, vivant dans une hantise de l'apocalypse que n'éclaire que quelques rares printemps. Ces personnes sont tout d'un coup éjectées hors de ce confort sentimental misérable, confort morbide, mais confort tout de même, où l'homme vit quasiment momifié. L'individu qui naît de cet exode rural de la campagne est plus radicalement individualiste. L'individu dans notre société, le véritable individu, naît paradoxalement à la campagne et non en ville. Les campagnes marocaines ne sont pas les campagnes européennes, où la prolétarisation a frappé de plein fouet une paysannerie chassée par la grande propriété. Non, ici on passe d'un monde à un autre, de la tribu à la ville. Le rural n'a pas eu le temps de vivre la contradiction de classe dans une société rurale qui n'était pas structurée en classe sociale. Les cités impériales, longtemps habitées par la crainte des campagnes environnantes, malgré que vivant d'elles, demeurent repliées sur elles-mêmes, dans leur quartier, dans leur clan et leur famille, dans leur imaginaire de cités avancées, des villes momifiées, survivant de leurs fantasmes nourris par un passé glorieux, fructifiant leur commerce et leur stagnation sans conscience de celle-ci. L'individu provenant de la campagne tribale et stagnante est quant à lui en rupture de banc avec l'ancien système social tribal et improductif, livré pieds et mains liés aux zaouïas et aux caïds. Il se voit jeter sans ménagement dans les bras, entre parenthèses, d'une modernité à construire, qui appelle la liberté de l'individu et la réalisation de ses désirs et attend de lui qu'il y veille. L'individu en question arrive dénué, il est dans l'obligation d'élaborer une identité qui aille avec son parcours, un monde virtuel nouveau l'attend qu'il doit fonder. Il y a dans ce nouvel arrivant une patte sociale d'une composition nouvelle, propre à modeler de la modernité. Les villes ont longtemps été les façades de ce pays, mais au fond, pas plus que des mirages de modernité. Elles ont été au fond des pôles de conservatisme et de tradition, et non pas des centres d'innovation et de classe sociale révolutionnaire. Elles n'ont jamais été des locomotives, parce qu'elles n'ont jamais disposé des quantités de marchandises qui obligent à tracer des routes ou à adopter la roue, comme elles n'ont pas eu non plus la force d'attraction dont une idéologie révolutionnaire de progrès dote les villes modernes, bourgeoises et capitalistes. Elles vivaient de négoces, de religion et de service du pouvoir, tout en toisant les campagnes d'un regard méprisant. Contrairement aux campagnes, leur structure sociale, moins malmenée par les épreuves et plus réduite en effectif, ils demeurent soudés dans leur mode relationnel traditionnel et lignagé, malgré l'entrée dans la modernité avec laquelle ils s'arrangent au mieux de leurs petits intérêts. Paradoxalement, l'individu véritable est le produit de la campagne. Politiquement, c'est lui qui, par ailleurs, fournit les ailes radicales des partis politiques, le plus souvent de la chair à canon, dans un premier temps, pour la simple raison qu'il gagne le rang des partis avec une mentalité de rupture, nourrie par un engagement nié, et non avec une mentalité clanique, nourrie par une stratégie de positionnement social. Les différents partis politiques ayant vu le jour depuis illustrent cette situation. Soit ils sont dits ruraux, dans la configuration classique et traditionnelle, s'appuyant sur le reste de la tribu, sont revendiquant et défendant en fait les intérêts des notables, soit qu'ils sont citadins, non seulement de naissance, mais aussi par l'état civil de leur direction, et là, même lorsqu'ils sont de gauche, ils restent dominés par une oligarchie citadine, sans idéologie de rupture, où le clan étouffe la naissance de l'individu. Tous ces partis anciens, largement dépassés de nos jours, ne s'inscrivent pas dans la perspective de l'individu, potentiellement nouveau de l'exode rural. Au sein de l'UCFP, de l'Union socialiste des forces populaires, on trouve déjà la trace de cette individualité rurale, révolutionnaire par la rupture qu'elle contient naturellement en elle-même, mais encore au stade embryonnaire. Au vu de la nature susmentionnée de l'exode rural, les conditions semblent depuis longtemps plus favorables à l'émergence de forces nouvelles, aux organisations de rupture. Pourquoi et comment? Le mot-clé dans cette histoire est l'école, et encore l'école. Pour l'individu nouveau, l'expression de son individualité, de sa modernité,
passe par l'école. C'est cette institution qui le forge, qui le métamorphose. C'est elle qui l'outille avec la seule arme en mesure de donner corps et âme à la rupture, de point la pensée. C'est elle qui, grâce à la prise de conscience du possible, fait passer le mutant en question de l'individu révolutionnaire virtuel à l'acteur de modernité réelle, effectif. C'est ce qui s'est profilé durant les années 70. Mais les quelques foyers d'incendie ont été éteints avant que le feu ne s'en prenne à la forêt. Le pouvoir dans toutes ses composantes, dans ses alliés, les lignages citadins privilégiés, a été alarmé du danger qui guettait son hégémonie. Alors il a vite étouffé l'étincelle en détruisant systématiquement l'école et en supprimant toutes les disciplines inflammables qui pouvaient provoquer le feu à plus grande échelle. Il a ainsi castré une société en privant ses membres détribalisés, les Mutafarridoun d'Ibn Khaldoun, qui étaient à même de former une élite nouvelle. Ces individus, nés dans un de ces moments où l'histoire violente produit sans perdre de temps des profits sans attache avec leur passé, avec lequel ils ont rompu. Ces individus qui n'ont pas de place prévue pour eux dans le système en place, auquel ils sont nés extérieurs, contrairement au lignage citadin. Les groupes dominants ont consciemment brisé l'élan annonçant la formation d'organisations de gauche en rupture avec le système, même si l'élan en question n'était qu'une esquisse dans laquelle se profilait l'avenir, au moins en tant que possibilité. La destruction de l'école, c'est-à-dire du canal envisageable de la modernité, a non seulement gelé les mutations sociales en cours, elle a fait reculer la société, elle a replongé l'individu en question qui était à la recherche de repères dans de nouvelles tribus, dont le paradigme religieux était en mesure de fournir le ciment. Les organisations religieuses, celles-ci arborant le refus proclamé de la corruption, du façade, ont joué le rôle de récupérateur de la révolte latente, mais en lui donnant une tournure conservatrice. Grâce à ces organisations, nées en partie de la défaillance scolaire, le pouvoir a réussi non seulement à imprimer un frein d'arrêt à une évolution, mais il est même parvenu à la rétrograder, lui imprimant un retour en arrière. Une telle réaction, concomitante de la dominance du peuple urbain par rapport au rural et au vote désormais contestataire des villes, a permis la montée en flèche d'un parti islamiste. Le parti en question ne doit pas s'amonter au fond à son discours religieux, qui n'a fait que suppléer au vide philosophique ambiant, mais surtout à l'origine sociale de ses membres, de sa direction, venus des milieux populaires d'origine rurale lointaine ou proche. Ils sont les enfants de cette détribalisation, individualisation, dont la fécondité s'est vue avortée par la destruction de l'école. Le PJD, pourquoi ne dirais-je pas son nom, est en quelque sorte le fantôme du parti révolutionnaire qui devait logiquement résulter des transformations sociales violentes survenues dans les campagnes et devant fournir le matériau humain pour l'élite que le pays est en mesure potentiellement de former. Sans chercher à être péjoratif à tout prix, mais afin de clarifier ma pensée, je dirais que le PJD n'est pas le bébé attendu d'une société fécondée par l'école qui devait normalement générer une élite nouvelle. L'attitude perplexe des votants et leur grande déception sont intelligibles lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ont voté pour l'ombre au lieu de l'original. La destruction de l'école a ainsi engendré une élite soucieuse uniquement de mobilité sociale, sous des prétextes moraux et non pas révolutionnaires et porteuses de projets. Le PJD est l'ombre pâle de l'individu privé de la mamelle du savoir subversif. Le PJD est le produit dénaturé de la tendance de fond individualiste et foncièrement moderniste. Il est le produit d'une société bâillonnée à laquelle on a fait un enfant dans les conditions non requises, un enfant d'un autre temps pour ainsi dire. C'est là qu'il convient de revenir sur le mot de départ qui sera le mot de la fin, celui de société bloquée. Il reste à dire quelque chose dans mon propos sur la liberté, mais en fait, j'en ai parlé sans arrêt, sans avoir besoin de le crier sur les toits. Le besoin de liberté est tellement immense que tout dit son absence. Si les annales des partis sont avares là-dessus, parce qu'ils ne parlent pas la langue qu'il faut pour ça, il suffit de consulter les dizaines et les centaines de milliers de profils anonymes sur les réseaux sociaux pour voir la revendication de la liberté scandée sans arrêt. J'ai parlé de liberté, d'abord au début, en insistant sur son absence, quand j'ai traité d'une société où la question centrale était celle de la subsistance, de l'épreuve, de l'occupation, et où le seul horizon protecteur et libérateur était le religieux. Actuellement,
la problématique a radicalement changé. L'horizon est plus clair, mais il est artificiellement noirci. Le mot liberté est d'usage courant, mais son mode d'emploi est dicté par le pouvoir. Les pouvoirs, sa formulation étantique a été bannie des programmes scolaires comme des programmes des partis politiques. La liberté n'est pas à l'ordre du jour. Elle le sera quand les enfants de ce pays auront la liberté d'apprendre à lire, à écrire et à penser comme il se doit dans une société digne de ce nom. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.